Comment définir son positionnement déjà? Avant même d'arriver jusqu'au contenu, il faut être aussi extrêmement spécifique dans ce qu'on propose déjà, extrêmement clair dans ce qu'on propose. Et je proposais juste un petit exercice et peut-être que justement ce soir, quand on aura fini ce webinaire et qu'il sera, temps de rentrer chez vous, et ben c'est de réfléchir à ça quand vous allez ouvrir Netflix ce soir, dire: «Bah, finalement, pensez à ce que vous regardez habituellement sur Netflix. Est-ce que vous êtes plutôt sur des films, qui racontent des histoires? Est-ce que vous êtes plutôt sur des documentaires, de l'humour, de l'action?» et cetera. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de vraiment se poser la question, de qu'est-ce qui vous fait vous poser des questions? Qu'est-ce qui vous fait, vraiment, qu'est-ce qui vous intéresse? Quelle est la manière dont on vous raconte quelque chose et qui vous intéresse? Et c'est certainement ces éléments-là qui vont permettre d'identifier justement, peut-être, un style de contenu que vous aimez lire aussi et un style de contenu peut-être que vous seriez plus à même de produire demain. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, quelque chose qu'on vous représente pas souvent, c'est notamment cette cartographie des créateurs de contenu et comment vous allez vous positionner un peu sur des axes, notamment par rapport au ce côté fait. Voilà, je vais présenter des faits, je vais partir de faits et en fait après je vais potentiellement pas du tout partir de faits, mais je vais aller chercher beaucoup plus l'émotion. Ou l'autre axe qui est, je vais parler, de choses de manière très politiquement correcte ou au contraire, je vais aller chercher, l'extrême qui va être d'aller chercher un peu la polémique. Voilà. Et finalement, en fonction du positionnement que vous allez prendre, bah, d'un côté, vous allez pouvoir être plutôt celui qui raconte des histoires, le storyteller, de l'autre, à l'extrême inverse, où vous allez pas du tout chercher l'émotion, vous allez partir de faits et vous restez sur quelque chose d'assez politiquement correct, ça va être plutôt le scientifique, par exemple. Celui qui va partir des faits, mais qui va potentiellement aller chercher un peu plus les vues, voilà, bah, c'est le journaliste et cetera. Ou celui qui va aller chercher les vues avec de l'émotion et de la polémique, bah, c'est le polémiste et c'est notamment ce qu'on voit souvent à la télé, par exemple, ou sur certains médias. C'est les contenus, en tout cas, qui génèrent le plus de vues et le consultant, en général, heu, va être, pas que dans les faits, ou certains vont être très dans les faits, d'autres un peu plus dans l'émotion en fonction de la spécificité. D'autres vont être, ou la majorité, on peut dire même, qui vont être extrêmement politiquement corrects et d'autres vont essayer d'aller chercher un peu plus des sujets polémiques, en tout cas des manières de traiter des sujets qui vont générer un peu plus une polémique, toute proportion gardée quand il s'agit du B2B. Et vous comprenez bien qu'ici, bah, voilà, le potentiel viral, il se situe pas trop, heu, en bas à gauche, ni même du côté du consultant. C'est quand même assez rare, en tout cas par rapport à un sujet extrêmement expert, de faire un gros buzz, d'avoir un potentiel viral sur quelque chose qu'on va proposer. Et le potentiel de viralité, il va plutôt se situer au niveau d'une belle histoire ou d'un sujet qui fait polémique, voilà, avec, aussi le côté, ben, des gens qui vont pas être d'accord, donc c'est ça qui va susciter aussi l'engagement et l'interaction, avec potentiellement aussi les côtés négatifs que ça peut apporter, mais je vais pas rentrer, là-dedans, dans ce détail aujourd'hui. Bref, en tout cas, c'est juste pour vous donner, une compréhension, en tout cas, de cette cartographie et comment vous pouvez vous positionner par rapport au sujet que vous allez aborder. Voilà. Mais attention toutefois à cette recherche de la viralité, c'est que, alors certes, ça peut faire plaisir d'avoir un post qui devient viral, qui génère beaucoup d'engagement, mais ça reste quand même relativement rare et ça ne garantit pas pour autant, de générer des leads derrière. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'engagement, mais sur un sujet qui est très loin ou trop éloigné encore de votre cœur d'expertise et donc il va pas forcément générer des leads. Voilà. Donc la question aussi est de vous poser: quel est le type d'engagement que vous voulez générer? Est-ce que c'est pour avoir des leads ou est-ce que c'est pour avoir des vues? Voilà. En ce qui nous concerne, en tout cas, on va beaucoup plus se concentrer sur le fait d'écrire pour générer des leads. S'il y a de l'engagement, s'il y a un buzz, c'est parfait, mais c'est pas la fonction première, en tout cas, de notre méthode et de notre approche, sur LinkedIn. Pour autant, après, voilà, ce qui nous semble vraiment plus important, c'est d'aller proposer le plus possible de valeur dans ce qu'on va partager
et c'est plus dans le style, l'angle, le format ou la manière dont on va engager aussi, avec notre écosystème, qu'on va aller chercher un peu plus d'engagement. Sans parler de devenir viral, mais on va au travers de ces axes-là et pas forcément le sujet initial, mais c'est à travers cette manière-là qu'on va potentiellement obtenir beaucoup plus d'engagement. Un autre, une autre problématique qu'on retrouve souvent, qui est que je ne me sens pas légitime à prendre la parole. C'est un gros frein, voilà, un peu le syndrome de l'imposteur qui empêche beaucoup de personnes à s'exprimer, à écrire et à partager du contenu sur LinkedIn. Et c'est tout à fait normal, hein, c'est quelque chose de très logique. On se sent, même si on a une expertise, de nombreuses expériences qui font de nous des experts, on ne se sent pourtant pas forcément, totalement légitime à prendre cette posture et à parler, voilà, de notre expertise de manière, assumée, on va dire. Voilà. Donc c'est là où on a un avis, en tout cas une proposition, à faire, c'est l'expert. Mais rassurez-vous, après, bah, il y a d'autres moyens aussi de partager justement, ce qu'on sait, mais autrement. Il y a notamment la position de l'apprenti. C'est-à-dire que c'est peut-être dans un cas particulier, c'est que si vous êtes en train de tester des choses, et ben, vous présentez ce que vous comprenez, ce que vous testez, vous partagez votre parcours, vos échecs, vos réussites sur les contenus. Voilà. Vous ne vous présentez pas comme un expert en tant que tel, mais celui qui expérimente des choses et qui partage ses résultats à ceux qui ne partagent pas encore ou qui n'auront pas encore fait l'expérience de ce que vous, testez vous. Et le positionnement, la place qui est peut-être la plus accessible, c'est plus cette place de reporter où en fait vous allez, faire de la veille, faire de la synthèse et partager un résumé ou une synthèse de ce que d'autres experts dans un secteur, dans votre secteur, partagent. Voilà. Et donc c'est une manière de ne pas vous engager vous, sur, mmh, un point de vue, une opinion, mais c'est plus de présenter, ce que ceux qui sont considérés comme des experts aujourd'hui partagent aussi et de le rendre beaucoup plus facilement accessible à ceux qui n'ont pas le temps de faire cette veille. Voilà, donc c'est pareil, réfléchissez aussi à la place que vous souhaitez, appliquer, mais la place de reporter est la plus accessible et donne la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer en limitant un peu l'impact justement de cette problématique de légitimité. Et un point aussi qui est très important, c'est la attention à la manière de partager votre expertise. Ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est ne pas perdre de vue ce que recherche votre client idéal. Est-ce que votre client idéal, il cherche à savoir comment faire ce que vous, vous savez faire? Donc il veut apprendre pour pouvoir le faire lui-même. Donc là, il aura besoin plus de formation, des méthodes, des outils, des process pour se l'approprier et monter en compétences? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt, en tout cas vos prospects cherchent plutôt à déléguer? C'est-à-dire que ça va servir à rien de leur expliquer comment vous faites et comment on fait, parce qu'ils s'en foutent, clairement. Ils veulent pas savoir comment faire, ils veulent juste que quelqu'un le fasse à leur place. Voilà. Et donc dans ces cas-là, ils vont plutôt chercher à comprendre quelles sont les solutions pour régler une problématique. Ils veulent pas savoir comment, il faut savoir pourquoi et par où commencer. Voilà. Et les aider à faire un choix sur quelle solution je vais plutôt appliquer ou pourquoi un tel plutôt qu'un autre, et cetera. En revanche, point important, c'est que, bah, justement, donc ceux qui cherchent à déléguer, on va dire, pour faire simple, sont plutôt des dirigeants. Et les dirigeants passent un peu moins de temps sur LinkedIn et passent moins de temps aussi à engager les contenus. Et donc du coup, il va falloir trouver un équilibre entre, je vais partager du contenu, qui me permet d'aller générer des leads vers les dirigeants, ceux qui sont décisionnaires, et de l'autre, je vais quand même partager suffisamment de matière, du comment, pour attirer aussi, ceux qui veulent apprendre, qui seront potentiellement pas mes clients, demain, mais ceux qui veulent apprendre et qui, eux, vont aller générer un peu plus d'engagement, qui me permet d'être globalement visible sur mon expertise. Voilà. Donc là encore, c'est trouver le bon angle qui me permette de ne pas faire l'un ou l'autre, mais de faire aussi un peu des 2 pour travailler d'un côté la légitimité, parce que vous avez beaucoup d'engagement sur ce que vous proposez et de l'autre,
aller chercher justement, les preuves qui vont permettre, aux dirigeants de déléguer, heu, ça à vous. Hem, donc voilà, comment on se rend unique, concrètement et ça va bien avant, enfin ça ne concerne pas que la stratégie de contenu, mais c'est globalement un positionnement, une réflexion que vous pouvez avoir au travers de votre positionnement sur votre, hem, domaine d'expertise, votre activité. Il y a 3 axes, pour schématiser, il y a vraiment 3 axes qu'on peut modifier. C'est-à-dire que je vais pouvoir adresser une cible différente avec une qui a une problématique identique à une autre cible et avec une solution qui est déjà connue. Et je la propose à une cible qui n'y a pas encore accès, par exemple. Ou alors, je vais prendre une cible que je connais bien, qui est déjà adressée, mais je vais venir résoudre, une problématique similaire, mais avec une nouvelle solution. Voilà. Ouais, vous voyez l'exemple un peu ici, ça va être ça, c'est que, bah, j'ai une population qui a des problématiques de trésorerie et sur ces problématiques de trésorerie, je vais me focaliser dans un premier temps sur les grands groupes, c'est mon audience et aujourd'hui, les grands groupes, pour régler ces problèmes de trésorerie, ils auraient par exemple 2 solutions, disponibles qui va être le recouvrement ou la facturage. Exemple. Bah, du coup, je peux varier ça en disant: «Les problèmes de trésorerie, le recouvrement», je prends ces 2 éléments qui sont déjà identifiés, maîtrisés pour les grands groupes et je viens les mettre à disposition des PME, par exemple.